6, 5, 4, 3, 2. C'est parti. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci d'être là avec nous. Donc pour ce webinaire, très bien, on va attendre juste quelques secondes. On va dire une petite minute, le temps que le maximum d'inscrits se connectent. Vous êtes très nombreux à être inscrits à ce webinaire important. Mais voilà, vous êtes encore pas très nombreux à être connectés. Si ça commence, il y a quand même du monde. On attend, allez, 30 secondes. Et puis on démarre. Très bien, je rappelle le titre du webinaire, c'est sur le recrutement des personnes en situation de handicap. On va essayer de vous présenter les avantages et les bonnes pratiques. On est le 3 décembre et il est 15h01. Très bien, écoutez, on va démarrer. J'attends que le maximum de personnes soient connectées pour vous donner quelques informations pratiques. Déjà, je vais en parler maintenant et je vais les répéter par la suite. Donc, toutes les questions que vous avez, vous pouvez les poser dans le chat à tout moment, sauf que nous, on va y répondre à la fin. C'est plus pratique pour nous, pour ne pas casser la fluidité du déroulement du webinaire. Sachez que vous avez un bouton en dessous du webinaire qui vous permet de demander le support. Donc, le support qu'on va vous présenter, vous allez pouvoir le récupérer si vous le souhaitez sur simple demande. Et c'est Laura que vous ne voyez pas, mais qui est là, qui vérifie vos questions, vos messages, et là vraiment support, qui prendra en compte votre demande. Très bien, écoutez, on va démarrer maintenant. Donc là, vous êtes quand même nombreux à être connectés. Je vais inviter Tiffaine, qui co-anime avec moi ce webinaire, à se présenter, puis je vais me présenter à mon tour. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et je remercie Talent Handicap pour son accueil. Moi, je suis donc formatrice et consultante. J'accompagne maintenant depuis 6 ans à peu près des employeurs publics, des employeurs privés sur le déploiement de leur politique handicap. Et je me suis spécialisée petit à petit sur les enjeux autour de la santé mentale, des troubles psychiques et du bien-être au travail. Voilà. Merci et bienvenue Tiffaine. Merci d'avoir accepté de co-animer avec nous et de nous partager ton expertise. Moi, je suis Redouane Benani, je suis cofondateur et président de Groupe Talent Handicap. Donc Groupe Talent Handicap, j'en profite tout de suite pour vous présenter qui nous sommes. Voilà, c'est nous qui organisons ce webinaire. C'est une entreprise qui a été créée il y a un peu plus de 15 ans, dont la raison d'être est de favoriser et de faciliter l'emploi des personnes en situation de handicap. D'un côté, nous accompagnons les candidats en situation de handicap pour trouver l'emploi qui leur correspond, avec l'objectif que le handicap ne soit pas un frein et qu'ils bénéficient de conditions de travail adaptées à leurs besoins, ça c'est très important. Et de l'autre côté, on accompagne les employeurs dans leur politique handicap inclusive sur différents axes. Il y a l'axe bien sûr du recrutement, donc le recrutement c'est très très important, mais aussi la marque employeur qui est un levier essentiel pour réussir l'emploi de personnes en situation de handicap et surtout valoriser son engagement pour le handicap, être reconnu comme un employeur handi accueillant. Mais aussi on intervient sur la formation et la sensibilisation au handicap, donc en milieu professionnel, qui sont aussi les principaux leviers dans une politique handicap. Voilà, donc pourquoi ce webinaire? Donc c'est important quand même qu'on comprenne pourquoi nous avons décidé d'organiser ce webinaire. D'abord, on profite de cette journée du 3 décembre. Je rappelle que c'est la journée internationale des personnes handicapées, instaurée par les Nations Unies en 1992 et qui est célébrée chaque 3 décembre pour soutenir les personnes en situation de handicap. Donc ce webinaire, il est à cette occasion, mais bien sûr, le soutien pour les personnes en situation de handicap doit être vraiment l'affaire de tous les jours.
Donc pourquoi c'est important ce webinaire sur le recrutement des personnes en situation de handicap? On sait très bien que pour toute personne, avoir un travail, c'est très important, c'est se sentir utile, c'est se sentir reconnu, c'est participer à la vie en société, c'est être le plus autonome possible et c'est ne pas vivre isolé ou exclu, hein. L'isolement, c'est quelque chose qui peut avoir des conséquences très graves. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit, c'est pas pour rien qu'on dit que le travail, c'est la santé, hein, et cela passe par le recrutement. Donc il faut recruter des personnes pour qu'elles puissent travailler, mais bien sûr, il faut aussi leur assurer les bonnes conditions de travail, adaptées, aux besoins de chacun pour, bien sûr, ne pas produire l'inverse, que le travail dégrade la santé. Beaucoup d'enquêtes le prouvent, hein, que les personnes en situation de handicap sont les plus exposées à la discrimination au travail lorsqu'il s'agit d'accès à l'emploi ou d'évolution professionnelle, ce qui est pour nous une source d'injustice et d'exclusion. Donc c'est très très important, c'est extrêmement important. Voilà, plus que de s'en soucier, c'est d'agir pour l'emploi et bien sûr le recrutement juste et équitable des personnes en situation de handicap pour qu'elles occupent une place entière dans notre société et y contribuent et y participent. Voilà. Donc voilà, c'est ce qui explique l'importance de ce webinaire et merci encore à toutes les personnes qui sont là. Vous êtes nombreux et ça montre vraiment que c'est important. Tiffany, je Oui, t'invite pour commencer à nous présenter les objectifs et les questions auxquelles nous allons essayer de répondre de la manière la plus concrète possible. absolument. On va essayer aujourd'hui, de donner un maximum d'exemples, d'illustrer, en tout cas d'être assez concret, pour que vous puissiez ensuite, dans vos organisations, pouvoir trouver des pistes de réponse. Donc voici un peu à la fois les objectifs et puis finalement aussi le déroulé qu'on vous propose, aujourd'hui. Tout d'abord, pourquoi recruter des personnes en situation de handicap? Quels sont un peu les avantages ou voilà, les plus-values que cela peut apporter à l'entreprise? Pour autant, Redouane parlait à l'instant, il y a encore beaucoup de discrimination autour du recrutement de personnes en situation de handicap. Il y a encore des freins. Hem, les personnes en situation de handicap sont plus au chômage que le reste de la population. Donc pourquoi? C'est bien qu'il y a des freins, on va essayer de les identifier ensemble, et de voir surtout comment on peut les lever, ces freins-là. On verra ensuite quels sont les leviers, qu'est-ce qu'on peut faire comme action concrète pour réussir les recrutements, et on verra que ça ne s'arrête pas à l'entretien d'embauche, mais que ça se déroule jusqu'à la période d'intégration pour pérenniser l'emploi. Et on abordera enfin, dans la fin de ce webinaire, des solutions concrètes, des retours d'expérience d'employeurs que Talent Handicap a pu accompagner, ou voilà, des témoignages qu'on a pu glaner ci et là pour illustrer au maximum. Et puis, évidemment, sentez-vous libre dans le chat de partager aussi des bonnes pratiques, des expériences que vous pourriez avoir en la matière. Merci Tiffen. Ben, pour commencer, on va répondre à la première question. Pourquoi recruter des personnes en situation de handicap? Oui, alors, en préparant ce webinaire avec, Redouane, on s'est interrogé sur cette question. On a trouvé, et puis, par nos expériences respectives, de nombreuses, «bonnes raisons» entre guillemets de recruter des personnes en situation de handicap. La première, et je dirais la plus importante, c'est de ne pas se priver de talent et de compétences. On recrute pas une personne en situation de handicap, en fait, on recrute des compétences. On recrute quelqu'un qui, va apporter quelque chose qui nous manque dans l'entreprise pour satisfaire un besoin. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de secteurs qui sont en tension, hein, sur le recrutement, et ce serait quand même dommage de se priver de toute une partie de la population active. Vous savez enfin, vous savez peut-être pas, mais je vous le dis, qu'une personne sur deux sera en situation de handicap au cours de sa vie, pas forcément toute la vie, mais sur une période donnée. Et je regardais en préparant ce webinaire, les derniers chiffres de la GFIP, ils nous indiquent qu'il y a 3 millions d'adultes qui sont reconnus handicapés en ce moment, en 2023. Ça fait quand même une bonne partie de la population active. Donc ce serait dommage de s'en priver, d'autant plus que les personnes qu'on va pouvoir recruter, eh ben, elles vont apporter des compétences qui sont parfois particulières, qui sont distinctives. La richesse de la diversité des modes de réflexion n'est plus à prouver.
dans les environnements de travail, hein. On va aller chercher de la complémentarité. D'ailleurs, pour vous donner, je vous avais promis des exemples. J'avais pu échanger avec certains référents handicap du ministère des Armées, par exemple, qui a un programme de recrutement de personnes autistes, parce qu'ils ont compris que ces personnes apportaient une vraie valeur ajoutée à l'organisation, aux équipes, et donc ils ont développé un programme de recrutement particulier avec des procédures pour les intégrer dans certains emplois, notamment en utilisant les métiers du numérique. Donc voilà, c'est un exemple parmi d'autres, il y en a plein, mais en tout cas, les personnes en situation de handicap peuvent apporter cette plus-value recherchée dans certains secteurs d'activité. En plus, le fait d'avoir une personne en situation de handicap dans l'équipe, ça peut apporter des solutions qui seront peut-être différentes de ce qu'on a l'habitude de faire. Ça va bousculer un peu les modes d'organisation, mais bousculer dans le bon sens, parce que ça peut nous contraindre de chercher des solutions qui vont finalement apporter de l'efficacité au service. Combien de fois j'ai entendu des équipes témoigner ou des services des ressources humaines de dire voilà, l'accueil de la personne dans l'équipe, ça a créé une certaine contrainte, on a dû se réorganiser, mais finalement, les autres de l'équipe étaient bien contents parfois de ce qui avait été mis en place. Pour donner un exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui aurait des troubles cognitifs, qui aurait besoin d'accéder à des documents en amont parce qu'il a des difficultés de lecture, finalement, ça pousse toute l'équipe à organiser les réunions avec un petit peu plus d'anticipation. Finalement, ça peut contribuer à diminuer le stress dans une équipe d'être toujours au dernier moment. C'est un exemple parmi d'autres, mais on pourrait en trouver plein. Donc voilà, tout ça contribue aussi à davantage de dialogue. Et donc, on avait identifié la cohésion d'équipe comme une vraie plus-value. C'est vrai qu'accueillir une personne en situation de handicap, ça va faire naître des conversations, nécessairement. Parfois, le handicap est invisible, mais parfois, et la personne n'acceptera pas d'en parler, mais parfois, si elle accepte de parler de sa situation, c'est aussi dévoiler un peu une part d'humanité. Je sais que pendant longtemps, dans le milieu de l'entreprise, c'était la vie privée, ça reste sur le paillasson, on n'en parle plus, et il y a la vie professionnelle d'un côté, la vie personnelle de l'autre. Oui, mais quand on a des problématiques de santé, parfois il y aura des interactions avec le monde du travail et on ne peut pas les nier. Donc voilà, parler de ses fragilités, parler de sa situation de santé, trouver des solutions, ça peut aussi contribuer à libérer le dialogue dans l'équipe et créer de la cohésion, de la solidarité. Voilà, et enfin, favoriser l'innovation, la performance. Il y a plein d'exemples en la matière. Je vous inviterai à aller chercher sur le net, mais la télécommande, par exemple, je pense que vous en avez tous une chez vous. Et elle a été créée pour des personnes en situation de handicap moteur à la base. Toutes les inventions sur la téléphonie, par exemple. Je ne sais pas si vous saviez que Graham Bell, qui a inventé le téléphone, en tout cas un des contributeurs majeurs, il a mené ses recherches parce que sa maman et sa conjointe étaient sourdes. Donc voilà, plein d'innovations qui aujourd'hui ont envahi notre quotidien sont nées grâce aussi aux contraintes et aux situations de personnes en situation de handicap. Voilà. Merci Tiffany. Juste un petit complément. Donc c'est vrai qu'on parle de recruter des personnes en situation de handicap. En fait, on ne recrute pas pour leur handicap, mais on recrute d'abord la personne pour ses compétences et pour ce qu'elle peut apporter. Et tu as parlé aussi des 3 millions de personnes qui ont une reconnaissance administrative de handicap, mais il faut compter aussi plusieurs millions de personnes qui ont un handicap sans être reconnues. Donc en fait, Absolument. On parle quand même d'un nombre très très élevé de personnes. C'est peut-être 10 ou 12 millions, voire plus, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de statistiques exactes. C'est très difficile d'avoir des chiffres, mais oui, je disais, c'est une personne sur deux au cours de sa vie. Donc dans vos entreprises, vous avez tous des personnes concernées. C'est qu'elles soient déclarées ou pas déclarées. Et puis on peut tous être concernés aussi nous-mêmes. Ça, c'est important, je trouve, ça crée de l'empathie aussi sur ce sujet-là. Totalement. Mais là, il faut continuer parce qu'on n'a pas répondu totalement à la question. Il y a encore une deuxième partie. C'est vrai. Je vais aller un petit peu plus vite là-dessus. C'est vrai qu'il y a plein d'autres raisons, de bonnes raisons de recruter des personnes en situation de handicap. D'abord, pour ne pas être dans un acte de discrimination, c'est interdit par la loi, donc ça serait quand même dommage. Parmi
tous les motifs de discrimination. Le handicap est encore, depuis des années, il me semble, tristement à la tête du podium du nombre de saisines du défenseur des droits. Donc le handicap est encore, voilà, en tout cas, il y a énormément de situations, et notamment sur le recrutement, puisque c'est notre sujet du jour. Donc voilà, ce serait rien que pour éviter ça. Ensuite, recruter une personne en situation de handicap, ça va nous permettre de nous forcer un petit peu à s'adapter à chacun, à s'adapter à, voilà, adapter l'environnement de travail, et du coup traiter un peu les personnes avec équité. Redouane en parlera tout à l'heure à travers une image qui l'illustre très bien, pour que tout le monde puisse utiliser ses forces, voilà, se déployer au maximum de son potentiel dans le monde professionnel et apporter à votre entreprise le maximum. C'est aussi répondre à des engagements RSE et les engagements liés à la diversité, à l'équité et l'inclusion. Hein. Juste après, on parle aussi de l'image de l'entreprise en termes d'attractivité d'une entreprise, de réputation, d'image positive. Finalement, ça fait complètement partie de tout ça. Je pense que dans un moment où il y a quand même des tensions sur le marché du travail, il est important pour les entreprises de pouvoir fidéliser ses salariés, de pouvoir en attirer des talents. Et Redouane disait à juste titre qu'on recrute des personnes avec des compétences avant tout. Et en fait, notre engagement autour du handicap va contribuer à tout ça. Ça va aussi challenger les managers sur leurs pratiques, puisque finalement, on va devoir, comme je le disais à l'instant, s'adapter, faire du sur-mesure. Donc, ça veut dire nécessairement développer des compétences d'écoute active, de médiation, de reformulation des besoins, d'individualisation des parcours, etc. Donc, a priori, il faudra que tout ça soit bien accompagné, on en parlera tout à l'heure, mais ça va être assez challengeant et de manière positive. Donc voilà, et en plus, si on dézoome un petit peu et on voit l'entreprise dans son ensemble, ça va aussi permettre de développer une culture positive autour du handicap, le fait d'avoir des exemples réussis de recrutement, des personnes qui en parlent, et peut-être que ça va encourager des personnes qui sont déjà dans l'entreprise à se déclarer. On sait que c'est un enjeu majeur pour les entreprises aujourd'hui. Et puis, pour élargir et dézoomer encore plus, cet enjeu du recrutement et du handicap est lié à plein d'autres enjeux de santé, de prévention, de qualité de vie et des conditions de travail, de maintien en emploi, etc. Et Redouane va pouvoir nous en parler un petit peu plus. Très bien, merci beaucoup Tiffaine. Juste pour ceux qui nous ont rejoints après, je rappelle que vous pouvez poser vos questions dans le chat et on va y répondre à la fin. Que vous avez un bouton en dessous pour demander le support. Donc c'est vraiment le support, il est envoyé sur simple demande. Et merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Donc pour poursuivre, donc on répondait à la question pourquoi recruter des personnes en situation de handicap, mais surtout on veut insister sur le fait qu'il ne faut pas les recruter pour de mauvaises raisons. Donc, comme on l'a dit, on ne va pas recruter la personne pour son handicap. Par pitié, par exemple, c'est pas le but. Hein. L'entreprise, elle a une responsabilité sociétale, mais elle a aussi une responsabilité économique. Donc il ne faut pas répondre ou recruter, des personnes en situation de handicap uniquement pour répondre à son obligation d'emploi de travailleurs handicapés. On sait que à partir de 20 salariés, on a cette obligation d'essayer d'atteindre un taux d'emploi de 6%. Il ne faut pas que ce soit l'unique raison pour ne pas payer des contributions à la GFIP ou FIPHFP quand on est un acteur du public. Il y en a qui veulent recruter, je l'ai entendu, parce qu'on pense que ça coûte moins cher. Bon, non, c'est pas vrai, ça coûte pas moins cher, sauf dans le cas de l'alternance, effectivement, il y a des aides complémentaires, mais c'est un emploi comme un autre, sauf qu'on cherche à ce que ça ne vous coûte pas plus cher. Donc quand vous avez à mettre en place des aménagements, il y a des aides financières qui permettent de les financer. Et aussi, il faut savoir que tout travail, quel qu'il soit, il peut être occupé par une personne en situation de handicap. Donc, il y en a beaucoup qui pensent que le handicap, ça veut dire des personnes sous-qualifiées, etc. Non, il faut vraiment enlever ce préjugé. N'importe quel emploi, et nous, on le voit tous les jours, il y a des employeurs qui arrivent à recruter sur des postes très qualifiés de Bac+5, des expertises très pointues, et des fois, Tiffany vient d'en parler, hein, des fois on recrute des personnes en situation de handicap
pour des compétences très spéciales qu'on peut développer avec un handicap. Donc il ne faut pas recruter, se dire je vais recruter que sur des postes sous-qualifiés, je vais choisir mes postes. D'ailleurs, c'est interdit par la loi de se dire tiens, ces postes-là, c'est pour des personnes handicapées, ces postes-là, non, c'est pour d'autres personnes. En fait, tous les postes doivent être ouverts pour tout le monde. Donc, ce qu'on veut vous présenter aussi, je fais un petit focus sur les bénéfices. Tiffany a commencé à en parler. Les bénéfices sont vraiment très nombreux et sont en lien avec les principaux enjeux d'une entreprise qui se veut être performante et responsable. Je vais prendre le cas, juste le premier cas. Là, on vous liste les différents enjeux. Ça touche la santé au travail, la prévention des risques, le maintien dans l'emploi, parce que quand vous maintenez une personne dans son emploi, vous gardez des compétences et la personne conserve son travail, donc ce qui est important. Donc le fait de montrer, il ne suffit pas de montrer, il faut surtout démontrer votre ouverture et votre engagement pour le handicap et plus largement l'inclusion, sachant que le handicap, il est majoritairement invisible, plus de 80% des situations de handicap sont invisibles. Donc d'abord, vous encouragez des candidats, nous on le voit, c'est d'ailleurs pour ça que des employeurs passe par nous et recrute à travers nous, c'est que le candidat, quand il passe par Talent Handicap pour être recruté, il voit l'intérêt de ne pas cacher sa situation de handicap. Et du coup, le fait de ne pas cacher cette situation, l'employeur, il recrute la personne et va lui offrir ou mettre en place des conditions adaptées pour adapter à sa santé. Le but, c'est de ne pas dégrader la santé de la personne. On est dans la santé, on est dans la prévention. Alors que si la personne, sans que déclarer ou parler de son handicap va constituer un préjudice pour elle, peur de discrimination, de stigmatisation, etc. Si elle le cache, il est invisible, l'entreprise peut recruter la personne sans le savoir, sans mettre en place des conditions adaptées. Et là, la personne prend des risques sur sa santé. Et avec le temps, la situation se dégrade et ça mène à des crises qui deviennent après visibles. Et là, c'est trop tard. La personne est là, c'est le travail qui a dégradé la santé. La personne, en plus, perd son travail parce qu'elle devient inapte, etc. Donc, on voit que les conséquences peuvent aller très très loin. Et du coup, le fait d'être engagé sur ce type de recrutement, ça intervient de manière très très importantes sur la santé et la prévention des risques. Le maintien aussi, quand vous montrez que vous êtes engagé, vous allez faire tous les efforts pour maintenir une personne dans son poste ou l'aider à occuper un autre poste si jamais c'est vraiment une inaptitude. Ça intervient sur la qualité de vie et conditions de travail. Donc ça touche tout le monde. On n'a pas le temps de trop détailler. Quand vous montrez que vous êtes vraiment engagé, ouvert, ça donne envie de vous rejoindre. Beaucoup de candidats aujourd'hui, ils sont en quête de sens, donc ils vont pas vouloir rejoindre une entreprise qui n'est pas réellement engagée. Ça fidélise les collaborateurs, parce que quand on est dans une bonne entreprise, on n'a pas envie de la quitter. Etc. Donc je vais m'arrêter là. La RSE, pareil, aujourd'hui, les entreprises ont l'obligation de faire un reporting extra-financier et on voit que dans les indicateurs qui doivent être remontés, la politique handicap, elle est au cœur de ces indicateurs. Ça permet d'avoir une image très positive et attractive vis-à-vis des clients, vis-à-vis des partenaires, des actionnaires. Donc, et là, on voit que ça touche, avec tout ça, ça touche la performance d'entreprise et bien sûr l'innovation, pour ne pas l'oublier, et Tiffany en a déjà parlé. Très bien. Donc maintenant, Tiffany, on va aborder les freins et comment les lever. Ben oui, parce qu'on a vu plein de bonnes raisons de recruter des personnes en situation de handicap et pour autant, il y a encore beaucoup plus de personnes en situation de handicap au chômage que l'ensemble de la population active. Donc comment ça se fait? Ça veut bien dire qu'il y a des freins, qu'il y a des choses qui bloquent et qui font qu'on n'arrive pas encore aujourd'hui, même si il faut saluer quand même tous les efforts à la fois des entreprises, des partenaires, etc. Ça, c'est des chiffres qui s'améliorent quand même d'année en année.
Et donc, nous, on avait envie de vous demander votre avis, puisque vous êtes tous des professionnels aujourd'hui qui nous suivent. On vous propose un petit sondage et pour vous demander votre avis, à votre avis, quel est le principal frein au recrutement de personnes en situation de handicap? Donc, peut-être dans ce que vous avez observé dans vos expériences. On vous a proposé plein de propositions. Enfin, voilà, on vous a suggéré en tout cas des propositions. Donc, par exemple, la méconnaissance du handicap, le fait que les équipes, les managers, la direction ou les équipes de recrutement aussi n'aient pas forcément connaissance des enjeux liés au handicap, la discrimination dans les pratiques de recrutement ou la stigmatisation de ces populations, le fait que le handicap soit invisible, le manque de formation et de sensibilisation, les réticences peut-être des managers à accueillir au sein de leur équipe des personnes en situation de handicap, encore des réticences liées aux préjugés, probablement, ou à un manque de connaissances, d'informations. Peut-être ça peut être aussi des difficultés à trouver des candidats. Moi, c'est des témoignages que j'ai déjà eu d'employeurs qui me disaient nous, on aimerait bien, mais on ne trouve pas sur nos postes. Donc voilà, ça peut être un frein. Ça peut être le coût du recrutement, le fait de devoir aménager le poste, de rendre accessible l'entreprise, ou des méthodes de recrutement inadaptées, ou alors on a recruté, mais derrière, on n'a pas réussi à intégrer la personne dans l'équipe. Donc, je vais regarder si vous avez déjà pu vous positionner. J'espère que vous avez trouvé le chemin du sondage. Ah bah c'est D'ailleurs, ça peut être intéressant si vous avez d'autres freins qui ne sont pas cités dans notre liste, n'hésitez pas à les partager dans le chat. Complètement, ouais. Si vous avez d'autres idées, absolument. Alors, pour l'instant, je n'ai pas les résultats, mais ça ne devrait pas tarder. Je ne sais pas si Laura, il y a déjà beaucoup de réponses dans le sondage ou si on peut consulter. Ah mais si, ça y est, j'ai trouvé le chemin. Donc vous êtes quand même une écrasante majorité à nous dire méconnaissance du handicap, préjugés et stéréotypes. Il y a un peu des réponses sur tout, mais c'est vraiment la réponse qui arrive en premier lieu. En second, on a, ça va te concerner Redouane, la difficulté à trouver des candidats. Donc peut-être qu'on aura des réponses tout à l'heure. Et après, on a les réticences des managers. Et donc, comme je le disais, les réticences des managers, c'est souvent quand même lié à la première raison, qui est la méconnaissance du handicap ou l'existence encore de préjugés ou de stéréotypes par rapport à ça. Je fais juste quelques petits commentaires peut-être sur ces résultats, ou alors on passe déjà au levier. Non, pardon. Je vais faire juste deux, trois petits commentaires et puis on passe bien sûr au levier parce que l'idée c'était aussi un peu par effet miroir de pouvoir trouver les freins. Dans la méconnaissance, je ne vais pas tout commenter, mais simplement c'est vrai que la méconnaissance du handicap, moi qui interviens pas mal en entreprise, en fait, souvent les personnes qu'on peut accompagner ou les groupes sont assez surpris de savoir tout ce qu'on entend par handicap. Il y a encore énormément d'idées reçues. On pense handicap, on pense canne blanche, on pense fauteuil roulant, on pense que ça va être très difficile dans les modes de communication, on pense que c'est des personnes qui ne vont pas trouver leur place. Or, le handicap, comme l'a dit Redouane tout à l'heure, il est souvent invisible. Et quand on parle de handicap, on parle autant de diabète que de suite d'un cancer, que d'anxiété, que de personnes ayant des allergies, que de personnes ayant, je sais pas, une dyslexie, une dyspraxie, etc. Toutes ces situations que je viens de citer, elles peuvent être reconnues officiellement, administrativement, comme des handicaps. Pour autant, et je pense que dans les managers qui sont réticents, probablement, il y a aussi des personnes concernées. Donc, rien que sur la question de la santé mentale, c'est un quart de la population qui est concernée par des problématiques de santé mentale. Donc, vous doutez que parmi les managers, il y a aussi des personnes concernées. Donc, tout ça, c'est vraiment le fruit d'un manque d'information ou d'un manque de sensibilisation, parce que quand on creuse un peu le sujet, déjà, on se rend compte qu'on peut tous être concernés, et deuxièmement, on se rend compte qu'il y a plein de personnes qui font super bien leur travail, qui sont elles-mêmes en situation de handicap, et on n'avait peut-être même pas connaissance de leur situation. Donc, la preuve qu'on peut être tout à fait compétent, être dans l'entreprise depuis 20 ans, être en situation de handicap et ça ne pose pas de souci. Je ne vais pas forcément m'étaler trop sur les freins, Redouane, parce que l'idée, c'était de sonder un petit peu, vous, quels étaient votre vécu. Et puis, on va passer, bien sûr, au levier.
Très bien. Je trouve le résultat intéressant parce qu'on voit que les 3 freins majeurs, c'est la méconnaissance avec les préjugés et les stéréotypes, le la difficulté à trouver des candidats et la réticence des managers, hein, largement, C'est au-dessus des ça. autres. Merci de votre, partage de contribution, donc très intéressant. On va continuer avec les leviers. Alors, Alors, je t'en prie. très bien. Bah, c'est vrai que cette partie-là, c'est moi qui avait, qui devais la présenter. Donc effectivement, il y a des leviers, c'est d'avoir d'abord une politique handicap, heu, qui, heu, une politique handicap, ça veut dire c'est comment quelle stratégie, quel, plan d'action on met en place pour, qu'il y ait de l'inclusion, que le handicap soit bien pris en compte dans l'entreprise. Il faudrait que cette politique handicap soit au cœur de la stratégie de l'entreprise, qu'elle soit portée par la direction générale. Heu, Comme on l'a dit, elle est vraiment au cœur des enjeux d'une entreprise. C'est en lien, étroit avec la performance de l'entreprise, avec son rôle, sociétal aussi, hein. L'entreprise, elle a ce rôle-là. Donc voilà, ça c'est pour moi un des leviers, majeurs. Le 2e, d'ailleurs, il y a des études qui montrent que ça fait partie des principaux leviers, si c'est pas le principal, c'est de former et de sensibiliser les équipes, tous les acteurs dans l'entreprise, ceux qui recrutent, les RH, évidemment les managers, hein, comme vous l'avez bien marqué, la réticence des managers, bah, il faut essayer de la lever ou de lui apporter une solution et cetera. Bien sûr, il faut communiquer, heu, il faut faire savoir, que l'entreprise est engagée, que le handicap, c'est pas ce que vous pensez, que c'est important pour votre santé. En fait, tous les bénéfices et tout ça, il faut communiquer, des fois souvent la sensibilisation passe aussi par la communication. La communication, contribue aussi à votre image, à votre attractivité. Ça passe aussi par des témoignages, parce qu'il faut être concret, il faut montrer que ça marche. Il ne faut pas juste, heu, parler ou donner des choses sans que ça soit concret. Donc des témoignages de managers qui ont de bons exemples de recrutement ou d'intégration, des collaborateurs en situation de handicap, qui peuvent parler de ce que ça leur a apporté de déclarer leur handicap ou que ça soit pris en compte, et cetera. Donc s'appuyer aussi sur des acteurs spécialisés, il y en a beaucoup. Bon, il y a les Cap Emploi, il y a la GFIP, il y a Talent Handicap, et cetera. Donc ça, parce que, les acteurs spécialisés, ils ont d'abord, cette expertise, cette bonne connaissance du sujet. Ils peuvent vous accompagner, efficacement et ils peuvent vous apporter des solutions à des problématiques que vous rencontrez. Si par exemple, vous l'avez, dit, c'était la 2e raison, vous avez une difficulté de trouver des candidats, bah, il y a des solutions, notamment à travers des canaux dédiés et adaptés, s'appuyer sur des tremplins parce que des fois on hésite, on n'est pas sûr, on a peur, ce qui est normal, hein, quand on n'a pas, vécu, d'expériences positives. Il y a la réalité, on a des objectifs, et cetera. Donc il y a des solutions qui nous permettent au moins de faire un premier pas et de tester, si ça marche pas, ben, c'est pas grave, parmi les tremplins, il y a le dispositif, PMSMP. Donc ça permet, à une personne que vous recrutez d'être mise en situation, c'est comme un stage. Avant de valider son recrutement, vous avez donc PMSMP, ça veut dire période de mise en situation en milieu professionnel. Vous avez le CDD tremplin. CDD tremplin, c'est-à-dire que la personne, elle est pas recrutée par vous, mais par une entreprise adaptée. Une entreprise adaptée, c'est une entreprise qui a l'habitude, hein, qui d'ailleurs, plus de 55 de ses collaborateurs sont en situation de handicap, c'est un statut particulier. Donc cette entreprise qui a un environnement adapté, et qui a une bonne connaissance du recrutement handicap, bah, va employer cette personne pour vous, mais elle va travailler pour vous et à l'issue du CDD, vous pouvez décider ou non de la recruter, en direct. Vous avez des stages aussi qui est une solution. L'alternance, c'est un excellent levier pour, tester, avoir une expérience de recrutement sans, engagement comme, un CDI. Vous avez le parrainage et cetera.
Voilà un peu pour les leviers. Il y a évidemment les aides financières, notamment de la GFIP, qui viennent en complément des aides du droit commun, qui peuvent financer des adaptations, même si par exemple vous employez une personne qui est lourdement handicapée et du coup son travail ne peut pas être aussi productif qu'une personne, on va dire, valide, vous pouvez bénéficier d'aides donc liées à cette lourdeur du handicap. En tout cas, il y a vraiment plusieurs aides possibles qui permettent d'encourager l'emploi de personnes en situation de handicap. Évidemment, il faut mettre en place des moyens adaptés, parce que si la personne est recrutée et les moyens sont pas adaptés, ça marche pas. Pareil, pour réussir sa politique handicap, il faut mettre des moyens humains, des personnes qui vont s'en occuper, des référents handicap, des missions handicap, des aides, de l'accessibilité des locaux, etc. Il faut bien sûr adapter aussi ou revoir ces pratiques et ces méthodes de recrutement, parce que c'est vrai que les recruteurs, ils ont des méthodes, on va dire, classiques, des habitudes qui sont pas adaptées et qui peuvent être des fois discriminantes, même des fois inconsciemment. Et le fait de revoir ces pratiques et de se remettre en question, de voir qu'est-ce qu'on peut améliorer, ça permet de mieux recruter, pas uniquement des personnes en situation de handicap, mais ça permet même d'améliorer le recrutement au global et d'atteindre de meilleurs résultats. Parce que le recrutement, il est majeur dans une entreprise. Elle ne peut pas fonctionner sans ses ressources ou ses richesses humaines. Vous pouvez participer à des forums emploi spécialisés, comme Talent Handicap. On va vous présenter après des exemples de bénéfices concrets. Bien sûr, il faut anticiper, préparer l'intégration. Comme l'a dit Tiffany, il ne suffit pas de se dire ça y est, je recrute la personne. Il faut vraiment anticiper avant l'arrivée de la personne, anticiper les besoins d'adaptation et les mettre en place dès le premier jour. Voilà un peu pour les leviers. Je vais plutôt inviter Tiffany à nous présenter des exemples d'aménagement, parce que ça, c'est un point très très important pour réussir l'intégration et du coup le recrutement. Oui, dans les leviers, pour être très concret, il y a plein de choses qu'on va pouvoir mettre en place une fois qu'on accueille une personne en situation de handicap dans notre équipe ou dans notre entreprise. Et ces aménagements, ils peuvent être de plusieurs ordres, ils peuvent être techniques, donc on peut avoir différents matériels, hein. Là, vous avez par exemple les postes de travail, vous connaissez tous les sièges ergonomiques, mais en fait, il y a plein d'outils en bureautique qui peuvent être utilisés, qu'on soit malvoyant, déficient, auditif, qu'on ait des problématiques cognitives. Il y a des logiciels aussi qui peuvent être proposés dans les aménagements. Ici, vous avez aussi des casques anti-bruit, des appareils auditifs, etc. Donc ça, c'est du matériel. C'est ce qu'on appelle des aménagements techniques. Vous avez, pour ça, pour les identifier, vous n'êtes pas tout seul non plus, hein. Vous avez des professionnels qui peuvent vous aider. Vous allez toquer à la porte de Cap Emploi et ils sauront vous rediriger vers des ergonomes, vers des prestataires spécifiques qui vous aideront qui auront la connaissance aussi, parce que la technologie évolue en permanence et donc il y a aussi des innovations, hein, dans ce milieu des aménagements des postes de travail. Sur tout ce qui est technique. Après, il y a tout ce qui est organisationnel et ça c'est pas forcément coûteux pour l'entreprise, mais ça peut vraiment apporter une plus-value à l'employé et à l'équipe aussi. Enfin, en tout cas, on va essayer de trouver un équilibre dans tout ça. Notamment, le premier point qui était mentionné, c'était les horaires. Donc on peut, j'avais fait intervenir, par exemple, une fois un conférencier qui était concerné par de l'autisme et il nous disait: «Moi, je n'aime pas être dans les transports en commun quand c'est bondé», parce que vous savez, la relation sociale, enfin la proximité sociale, elle est plus compliquée. En tout cas, c'était vraiment une grosse source de stress pour lui de se retrouver aux heures de pointe. Donc le fait simplement de décaler sa journée de travail, alors il y a les matinaux et puis il y a les plus tardifs, ça dépend dans quelle équipe vous êtes, mais et puis ça dépend des contraintes de l'entreprise, mais le fait de décaler sa journée de travail avait permis d'alléger cette source de stress. Vous voyez, parfois, quand c'est compatible avec l'emploi, avec l'équipe, ça peut être des petites choses comme ça qu'on va mettre en place. Voilà, on peut revoir la charge de travail,
revoir aussi les consignes, la manière dont sont transmises les consignes. Si vous avez quelqu'un qui est, je sais pas, qui a des problématiques à l'écrit, une personne dyslexique, voilà, peut-être que vous allez privilégier l'oral, et inversement dans l'autre cas. Donc vous voyez, c'est réfléchir à tout en fait, toute la manière dont s'organise la vie en équipe. Comment on restitue les documents, comment on fait des comptes rendus, comment on transmet l'information, et cetera, et cetera. L'accessibilité des documents, ça en fait partie, hein. Il y a plein de règles typographiques qui sont des aménagements simples à mettre en place, qui peuvent vraiment soulager le quotidien de personnes qui auraient des difficultés cognitives. Voilà, il y a des règles d'écriture, des interlignes à respecter, etc., que vous pouvez mettre en place assez facilement. Je détaille pas plus que ça parce que ce serait infini. Donc voilà, je vous inviterai aussi, c'est du cas par cas, à aller toquer à la porte des partenaires spécialisés. De toute façon, ce sera mis en place sur prescription du médecin du travail, donc il faudra vous mettre en relation avec ces acteurs-là et simplement retenir sur les aménagements que c'est pas toujours nécessaire. Il y a plein de cas où il n'y aura pas forcément besoin d'aménagement, donc ce sera pas forcément une complication. Il ne faut pas le voir comme une complication, mais comme une opportunité. C'est vrai, et on peut se dire pourquoi alors être reconnu travailleur handicapé s'il n'y a pas besoin d'aménagement. En fait, c'est juste que la personne, elle est apte à faire le travail sur lequel elle est, et elle est limitée, elle ne peut pas occuper d'autres postes. Elle peut être inapte sur d'autres postes. Donc le fait d'avoir cette reconnaissance, ça lui donne un avantage sur le poste en question, et elle est plutôt prioritaire par rapport à d'autres. Tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il y a des situations où il n'y a pas besoin d'aménagement. Très bien, maintenant on va arriver à cette question. Quelles sont les clés d'une intégration réussie, hein? Parce que si on ne réussit pas l'intégration, c'est comme si on n'a rien fait. Bah oui, ça sert à rien de recruter si finalement, au bout d'une semaine, la personne s'en va ou est mise à la porte parce que finalement, on s'aperçoit que ça n'a pas fonctionné. Et donc, on voulait vous proposer cette question. Cette fois-ci, il n'y a pas de sondage, mais je vous invite à répondre dans le chat. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait faire échouer l'intégration de la nouvelle recrue? Voilà, vous avez mené tout un programme de recrutement, vous avez sélectionné des candidats. Il se trouve que parmi ces candidats, il y a un candidat en situation de handicap qui a retenu votre attention. Vous l'avez embauché pour ses compétences. Mais voilà, il y a peut-être des embûches dans le parcours d'intégration. Et à votre avis, je vais regarder s'il y a déjà des premières réponses. Ce serait quoi les embûches qu'il pourrait y avoir quand la personne arrive dans l'équipe? Je regarde un petit peu, j'ai pas regardé les commentaires en plus qui sont tombés. Et là, vous pouvez, alors je regarde dans le chat. Voilà, que le manager soit pas là le premier jour pour l'accueillir, hein, c'est de la méconnaissance, ne pas l'adapter. L'urgence du quotidien qui fait qu'on n'a pas anticipé, donc le manque d'anticipation, le fait qu'on n'ait pas adapté le poste de travail, qu'on n'ait pas préparé son arrivée. Super intéressant qu'on n'ait pas pris en compte ses besoins spécifiques. Parfois, on a l'impression qu'il faut calquer le processus de recrutement parce qu'on va faire comme tout le monde. Bah oui, mais on va faire comme tout le monde, je suis d'accord avec vous, mais pour autant, il y a quand même des petites particularités dont on va devoir prendre en compte. La sensibilisation du manager, on en a parlé tout à l'heure, hein, le manque d'information et de sensibilisation. Si vous arrivez dans l'équipe et que le manager il est très brutal ou qu'il n'a pas compris que finalement, avec cette personne-là, il faudrait transmettre les consignes d'une manière ou d'une autre, c'est pas forcément des grands changements, mais voilà, ça peut être... et puis ça peut être surprenant, hein, si on se met à la place du manager, on n'a pas été non plus informé. Donc ça va faire partie des bonnes pratiques. Le manque d'implication et de sensibilisation de l'équipe, en effet, il n'y a pas que le manager, il y a aussi l'équipe de travail. On peut, et c'est du vécu, très mal vivre dans une équipe, le fait qu'une personne, je sais pas, une personne arrive et puis soudainement, elle a un super fauteuil, un super bureau, elle a tous les équipements et le reste de l'équipe ne comprend pas parce qu'on lui a pas expliqué. On dit mais moi, ça fait 20 ans que je suis là, j'ai toujours la même chaise un peu cassée là, pourquoi cette nouvelle personne qui arrive, elle a tous les équipements? Imaginez les réactions, c'est humain, hein, c'est pas forcément mal intentionné, mais ça peut être compliqué à vivre. Donc pour ça, dans les bonnes pratiques, si on fait en effet miroir, parce que c'est notre objectif, il va falloir aller sensibiliser aussi le collectif de travail. Et puis là, on va pouvoir retrouver un peu de dialogue, de cohésion et tout ça. Donc là, vous avez plein d'idées. Là, j'ai pas le temps de tout lire. Ah oui, je vois aussi trop d'attention positive. Donc à l'inverse de
surfocaliser l'arrivée de la personne sur son handicap. Donc en effet, ça va être aussi des choses, des biais. Bon, en tout cas, vous avez plein d'idées sur ce qu'il ne faut pas faire. Donc si vous voulez faire votre liste de bonnes pratiques, je vous invite à prendre en note tous les commentaires du chat et les mettre à l'envers. Et on va essayer comme ça d'identifier. Alors nous, on avait évidemment préparé quelques bonnes pratiques en amont de ce webinaire. Vous en avez ici à l'écran, notamment le fait d'avoir une prévisite sur le lieu de travail. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. C'est pas du tout obligatoire, mais en tout cas, pour avoir travaillé avec des personnes en situation de handicap, c'est quelque chose qui peut vraiment rassurer. Le fait d'avoir repéré son environnement de travail, d'être venu peut-être une semaine avant, prendre ses repères, ça peut être vraiment sécurisant. Et puis, ça peut être l'occasion de discuter avec l'équipe, justement. Hein, on en parlait dans le chat à l'instant, pour pas que de part et d'autre, les personnes soient surprises. Questionner la personne sur ses besoins spécifiques. Il ne faut pas avoir de crainte à poser la question. Encore une fois, dans le process de recrutement, je dis encore une fois, mais on ne l'a peut-être pas encore dit, on ne va pas questionner la personne sur sa problématique de santé, ça lui appartient, elle n'est pas obligée de vous en parler. Si elle vous en parle, elle a le droit, mais vous n'allez pas la questionner là-dessus. En revanche, rien n'interdit et au contraire, nous, on vous encourage à poser la question dès l'entretien d'embauche sur les besoins spécifiques de la personne. Auriez-vous des besoins particuliers qui vous permettraient d'occuper ce poste dans les meilleures conditions? Donc voilà, vous trouvez après la formulation qui vous va bien, mais ça permet de tendre la main à la personne qui va vous dire peut-être, moi, je ne peux pas rester en posture debout plus de 5 heures, je ne peux pas, etc., etc. C'est des exemples, hein, mais... voilà, vous pouvez aussi, et je vois que c'était dans les réactions, organiser une visite médicale avant la prise de poste pour valider les aptitudes. L'idée, en fait, ça va être d'anticiper. L'anticipation, c'est toujours le maître mot, hein, de toute façon, mais d'anticiper au maximum pour qu'au jour de l'arrivée de la personne dans l'équipe, on ait déjà fait les adaptations nécessaires. Parce que peut-être qu'une personne, sans les adaptations, elle va perdre ses moyens, elle ne va pas pouvoir travailler, du coup, on va avoir l'impression qu'elle n'est pas compétente sur son poste, alors que finalement, il manquait les aménagements nécessaires. On va préparer l'environnement et sensibiliser l'équipe de travail et le manager. Ça, il y a plein de manières de le faire, hein, la sensibilisation. Ça peut être par le jeu, ça peut être par l'intervention d'un tiers extérieur type Cap Emploi, ça peut être le référent handicap qui vient aussi faire de la médiation, ça peut être une association, ça peut être la personne elle-même qui accepte de parler de sa situation. Voilà, ça peut être de plein de manières, mais en tout cas, il faut que ce temps d'échange ait lieu. Alors, ensuite, encore quelques bonnes pratiques à vous partager. Le fait de rencontrer l'équipe, alors moi, j'encourage vraiment il faut toujours demander l'accord de la personne qui va arriver dans l'équipe, mais ça peut être intéressant d'organiser un temps d'échange avant l'arrivée de la personne et un temps d'échange après, ou au moment de l'accueil. Comme ça, on lève toutes les questions, les doutes, etc. On évite les quiproquos, parce que ça, c'est terrible quand quelqu'un arrive dans une équipe. Ça peut cristalliser des tensions relationnelles qui ne sont vraiment pas nécessaires. Donc voilà, plus on va dialoguer, plus on va communiquer, mieux ce sera. Après, pour la personne, on ne va pas la laisser en plan comme ça. On va essayer de lui définir un parcours d'intégration. Ça, j'ai envie de dire, c'est une bonne pratique pour tout salarié. Hein. C'est pas ce qu'on vous nomme ici, c'est pas forcément toujours spécifique à des personnes en situation de handicap. C'est des bonnes pratiques que vous pouvez mettre en place aussi plus largement. Vous l'avez peut-être déjà d'ailleurs en place dans vos entreprises. Mais voilà, quel est votre parcours d'intégration? À quel moment vous allez faire des points réguliers avec la personne pour discuter avec elle. Ok, est-ce que ce qui a été mis en place, ça te convient? Est-ce qu'il manque des choses? Est-ce que, qu'est-ce qui pourrait t'aider pour que ça se passe le mieux possible, etc. Le fait pour la personne d'avoir un tuteur, ça peut être intéressant aussi. Vous savez, pour tout ce qui peut être source d'angoisse quand on arrive dans un emploi, d'avoir un collègue référent pour les questions pratiques de comment ça se passe le déjeuner. Est-ce que tu peux me montrer ce logiciel parce que voilà, je ne suis plus très sûre de moi. Est-ce que tu peux... voilà, les petites questions pratiques du quotidien, ça peut être intéressant et puis qu'il n'y ait pas cette relation hiérarchique, donc que ce soit quelqu'un d'autre que le manager. Et toujours les acteurs spécialisés qu'on peut solliciter pour former, sensibiliser, accompagner, etc. etc. L'objectif transversal de tout ça, c'est qu'on pérennise le recrutement, que la personne passe sa période d'essai, que ça se passe le mieux possible, et pour l'équipe, et pour le manager, et pour la personne qui est recrutée.
Voilà pour moi. Donc j'ai pas, désolée, j'ai pas pu commenter tous les réactions qu'on a eues dans le chat, mais c'est vrai qu'il y en avait énormément, donc voilà. Ouais, je pense, Tiffen, comme on manque de temps, il y a quand même pas mal de contributions sur les erreurs à éviter, ce qui peut être qui peut contribuer à l'échec d'un recrutement ou d'une intégration. Là, vous avez quelques exemples, mais ce qui est important, c'est si jamais ça échoue, de ne pas se dire c'est à cause du handicap. Mm. Parce qu'une intégration peut échouer avec n'importe quelle personne. Mais le problème, c'est que des fois, on fait un raccourci. Oui, voilà, j'ai une mauvaise expérience avec une personne en situation de handicap, donc je ne recrute plus. Voilà, et du coup, c'est pas bon, ça favorise la discrimination, etc. Donc, juste faites attention de ne pas faire ce lien, ce raccourci entre échec et handicap. On va continuer rapidement parce que ouais, ça a pris plus de temps que prévu. On vous avait préparé ici le témoignage d'employeurs. Là, vous avez l'entreprise Denso qui est partenaire des forums Talent Handicap, hein, qui a fait un beau témoignage sur sa politique handicap, son engagement et ce que les forums Talent Handicap lui ont apporté et qui encourage à se rapprocher d'acteurs spécifiques, hein, parce que les personnes en situation de handicap, comme vous l'avez indiqué dans le sondage, sont difficiles à identifier parce qu'il y a des personnes qui cachent, hein, leur situation de handicap, hein, comme le handicap est invisible dans plus de 80% des cas, etc. Et il faut travailler aussi sa marque employeur. Donc là, je vous invite, on va pas le faire maintenant. Vous avez accès à la vidéo de témoignage ici. Vous avez le QR code si vous voulez le scanner, ou bien quand vous aurez le support si vous le demandez, vous pouvez aller visualiser cette vidéo de témoignage qui est très intéressante. Et vous avez aussi d'autres vidéos présentées ici, réalisées par la GFIP, qui sont vraiment intéressantes. Je ne sais pas si Tiffen, tu veux dire quelques mots sur ça? Vraiment, en quelques secondes, oui, les témoignages, en fait, si ça vous intéresse, la chaîne YouTube de la GFIP est assez fournie. Et là, je vous avais sélectionné 2 témoignages, une dans une entreprise de transport qui embauche une personne sur un poste de conducteur et qui a perdu l'usage d'un bras. Donc on voit en fait dans cette vidéo le témoignage et de l'employeur et du salarié sur les aménagements qui ont été mis en place, les acteurs spécifiques qui ont été mobilisés. Donc je trouvais ça assez intéressant. Et la deuxième vidéo, c'est une entreprise cette fois-ci qui a des conseillers clientèle par téléphone qui embauchent des personnes qui sont malentendantes ou qui ont des troubles de l'audition. Et donc de la même manière, on voit ce qui a pu l'aider en fait dans son parcours. En l'occurrence, la personne est passée par une PMSMP, puis par une alternance. Donc c'est intéressant aussi de voir les dispositifs qui ont été mobilisés. Très bien, merci beaucoup Tiffen. Juste quelques mots sur les forums Talent Handicap, parce que c'est une solution pour recruter. Comme on l'a dit, ça permet à ceux qui ont des difficultés pour identifier des candidats en situation de handicap, bah, c'est vraiment notre rôle et notre expertise. Et ça vous permet aussi, quand vous êtes sur Talent Handicap, vous de montrer cette volonté de recruter, parce que si vous la montrez pas, on ne sait pas, et du coup la personne quand il postule, déjà s'il postule sur votre site carrière, comme je l'ai dit, la majorité ne vont pas indiquer qu'ils sont en situation de handicap, alors que sur Talent Handicap, ils savent que c'est un levier, ils sont obligés d'ailleurs de le faire pour que leur candidature soit prise en compte de manière adaptée. Ça permet de donner de la visibilité à vos métiers, etc., de recruter en alternance aussi, parce qu'il y a des forums qui font le focus sur l'alternance, et ça vous permet vraiment d'établir une relation de qualité avec les candidats en situation de handicap. Et quand vous participez au forum, vous bénéficiez d'un accompagnement qui comprend également d'une sensibilisation de vos recruteurs, de la communication sur vos métiers, sur votre engagement, etc. Donc je ne vais pas m'attarder beaucoup là-dessus. Là, vous avez sur ce support les 5 forums que nous organisons chaque année. Donc là, c'est l'agenda 2025. Vous avez 5 temps forts pour recruter. Vous avez aussi des formations
très importante pour vraiment développer des compétences sur le handicap au travail. Donc pour des managers, il y a d'ailleurs une formation spécifique d'une journée ou de demi-journée, en tout cas de 7 heures, dédiée aux recruteurs ou même aux managers. C'est du handicap au recrutement inclusif. Des formations sur les premiers secours en santé mentale, sur la neurodiversité, sur le management inclusif, sur le maintien dans l'emploi, etc., sur les biais cognitifs, les préjugés, sur le handicap invisible. Vraiment, vous avez tout ce qu'il faut pour être des acteurs de l'inclusion dans votre organisation. Après, on a aussi des solutions de sensibilisation comme le jeu de l'inclusion et d'autres. Là, c'est pas exhaustif. On va, comme le temps est passé très vite, on va passer à la partie questions-réponses. Donc, on va voir vos questions et tenter d'y répondre. Oui. Tu veux que j'en prenne quelques-unes peut-être? Dans les favoris, on peut regarder. Ouais. Je vois par exemple une des dernières questions là, qui a été posée par Anne. Si la personne handicapée ne souhaite pas informer de son handicap, comment peut-on préparer son arrivée? C'est une super bonne question puisque en effet, la situation de santé de la personne lui appartient complètement. Donc elle n'est pas du tout obligée d'en parler à son employeur, bien au contraire. Donc là, vous, en tant qu'employeur, l'idée, c'est de pouvoir informer la personne. Rien n'empêche de systématiser à chaque recrutement l'information que vous faites de ce que l'entreprise peut proposer. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez systématiser. Par exemple, donner à la personne les contacts des personnes ressources en interne. Combien de fois, moi, j'ai entendu des salariés qui me disaient « Ah bon, ça existe un référent handicap? Je ne savais pas. » Vous savez que c'est obligatoire maintenant, au-dessus de 250 salariés, toutes les entreprises doivent se doter d'un référent handicap. Souvent, ça se structure maintenant en mission handicap. Donc voilà, ça peut être des contacts qui peuvent être donnés à chacun. Et puis peut-être que la personne, elle ne va pas en parler au moment du recrutement, mais que ça va faire son chemin et qu'après, elle va solliciter. Mais c'est important de savoir au moins où trouver de l'information quand il y a besoin. Et on peut informer aussi la personne sur ce qui est proposé par l'entreprise, que ce soit en termes de formation, de sensibilisation, d'aménagement, etc., etc. Mais vous n'allez pas pouvoir vous poser la question ni forcer la personne à vous en parler, bien entendu. Après, on peut très bien sensibiliser l'équipe de manière générale pour dire sur tel type de situation, en fait, dans telle ou telle situation, il peut y avoir telle ou telle façon de faire, etc., sans désigner que ça concerne une personne. Donc, ça aussi, c'est une solution. Alors, je vais prendre d'autres questions. Il y a une personne qui dit un salarié en cumul emploi-retraite peut-il être comptabilisé dans la DOTH? C'est technique, je ne sais pas. Je ne sais pas, Stéphane, si tu sais répondre. Je n'ai pas la réponse non plus, non. Donc là, c'est quelque chose de plus technique. Là, je vous invite à poser la question à la GFIP directement, éventuellement. Effectivement, mais moi, avec du bon sens, je pense que oui. Comment encourager les collaborateurs à se déclarer? Très très bonne question. Il y a vraiment beaucoup de choses qui le permettent. D'abord la communication, des témoignages pour montrer que ça c'est vraiment bénéfique. Nous, par exemple, on a mis en place une solution, elle est d'ailleurs récente, de hotline. Une hotline qui permet à vos collaborateurs de nous contacter pour poser des questions de manière confidentielle. Et là, vraiment, on a des experts comme Tiffen qui peuvent répondre à ce type de questions. Et là, ça peut encourager, grâce à de l'information, grâce à des conseils, à ce que les personnes qui se posent la question se déclarent. Après, on va passer à une autre question. Tu veux prendre? Oui, il y avait des choses sur comment sensibiliser, ou alors une autre question sur comment former et informer les managers qui sont ceux qui sont le plus souvent confrontés aux difficultés de la personne handicapée. Alors, former, sensibiliser, informer, Redouane a donné quelques éléments, mais il y a plein de manières de le faire. Je réponds à 3 questions en même temps parce qu'il y avait aussi une autre question sur quand mon établissement il est dans plusieurs sites, comment on fait. Il y a plein de solutions maintenant digitales quand même pour pouvoir sensibiliser. Redouane a parlé des jeux en ligne, par exemple, le jeu de l'inclusion que Talent Handicap a pu développer. C'est vrai que passer par le jeu, parfois, ça
ça permet de relâcher un peu sur ces sujets qui peuvent être un peu importants et voilà, dont on ne sait pas toujours comment aborder le sujet. Donc voilà, ça peut être, il y a des escape games en ligne, des jeux en ligne, etc. Ça existe. On peut organiser des temps d'échange en webinaire. Nous, c'est possible de le faire pour une seule entreprise en interne, pourquoi pas. Après, vous pouvez utiliser plus spécifiquement des expertises aussi pour faire de l'échange de pratiques. La formation, c'est bien, mais dans les formations, il y a souvent des cas pratiques. Donc, si c'est particulièrement les managers dans votre entreprise qui sont concernés par ces sujets, pourquoi pas organiser un temps d'échange de pratiques ou une formation avec des cas pratiques à l'intérieur pour que les managers puissent échanger entre eux. Ça fait quand même du bien de décharger son sac à un moment donné et puis pouvoir échanger sur les situations vécues. Donc, offrir ce temps aussi aux managers, et ça peut être voilà, organisé soit en interne, si le référent handicap, par exemple, se sent capable de le faire, de modérer ces temps d'échange, soit en sollicitant des acteurs externes, comme Talent Handicap, évidemment, peut proposer ce genre de possibilités voilà, de temps d'échange. Tiffaine, on va prendre une dernière question parce qu'il est 16 heures. J'ai 2 questions. D'abord, les managers sont souvent plus confrontés aux difficultés de la personne. Comment peut-on former et informer? Bon, il faut les former, les sensibiliser. Il y a des formations. Nous formons des managers sur le sujet. Donc ça, c'est la formation et la sensibilisation qui sont les principaux leviers face à cette question. Et on a aussi une question. Bonjour, l'entreprise a tendance à nous dire qu'elle n'arrive pas à qualifier des personnes en situation de handicap avec un niveau d'études élevé. Donc, est-ce que c'est vrai ou est-ce une fausse excuse? En fait, on peut recruter à tous les niveaux de qualification, sauf que quand on cherche une personne avec un niveau élevé, c'est difficile au-delà du handicap. Donc on ne trouve pas facilement, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup sur le marché, et des fois, il y a des personnes en handicap diplômés qui ne veulent pas afficher leur handicap. Donc c'est possible, c'est plus difficile. C'est vrai que statistiquement, il y a moins de personnes diplômées avec un handicap. Ça, c'est vrai, parce que c'est vrai que le handicap touche plus, d'ailleurs même en cours de vie, des personnes, des ouvriers qui font des métiers pénibles, à risque, etc. Mais le handicap existe vraiment partout, peu importe ou quel que soit le niveau de qualification. Écoutez, il est 16h01, désolé d'avoir débordé. On va voir si on peut répondre aux autres questions de manière différée. Et on va passer tout de suite à la conclusion. Donc, en quelques secondes, Tiffaine. Oui, le message fort de ce webinaire, hein, c'était qu'on recrute une personne avant tout pour ses compétences, pour ses aptitudes, voilà, en fonction de sa motivation, de son projet de vie. On ne recrute pas une personne à cause ou grâce à son handicap. On va la recruter pour ce qu'elle peut apporter de positif à notre entreprise. Très bien, mais écoute, merci beaucoup, Tiffaine. Bon, moi, le mot de la fin, ça sera plutôt une image de la fin qui illustre clairement, on l'utilise beaucoup dans nos webinaires. Voilà, pourquoi l'intérêt de proposer quelque chose d'adapté à chacun pour favoriser que tout le monde participe et qu'on soit vraiment dans une démarche réellement inclusive, favorable à tout le monde. En tout cas, un grand merci d'avoir participé à ce webinaire. Merci beaucoup, Tiffaine, pour ton Merci à vous. expertise. Voilà, n'hésitez pas, si vous souhaitez avoir le support, à nous le demander avec le petit bouton ou via le questionnaire que Laura vous a proposé, je crois. Voilà, on vous souhaite une excellente journée. Là, c'est plutôt l'après-midi. Et j'espère que vous allez progresser dans vos recrutements ou dans votre engagement pour le handicap au travail. Et j'espère que ce webinaire vous a été utile. Un grand merci. Au revoir. Au revoir.